Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Moi, je pense que l'artiste a quelque chose à dire. Et je pense que ce sens-là, anarchique, on en parlait au début de notre entretien, anarchique, cette parole trébuchante, tremblante, elle est passionnante parce qu'elle dit quelque chose sur notre monde trébuchant, tremblant et anarchique. Donc il faut y croire dans cette parole pour les interviewer, les artistes. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on la détourne, leur parole. Sinon, on l'appauvrit. Sinon, on leur fait du mal. Vous l'écoutez peut-être chaque matin dans Boomerang sur France Inter. Eh bien, il est désormais aussi dans Les gens qui doutent. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Augustin Trapenard. Augustin est journaliste, en plus d'officier à la Maison de la Radio depuis au moins 2 siècles. Il a passé pas mal d'années chez Canal+, d'abord comme chroniqueur littéraire dans le Grand Journal, et puis à la tête des émissions Le Cercle, pour parler de cinéma, et 21 cm, programme sur la littérature. Il y a un mois, il a quitté la chaîne pour rejoindre une plateforme, Brutix, pour laquelle il a créé l'émission Plumard, un entretien mensuel avec un auteur ou une autrice. Et pourquoi inviter Augustin ? Pourquoi vouloir interviewer quelqu'un qui a plutôt l'habitude d'interviewer lui-même des gens ? Eh bien parce que c'est quelqu'un qui me fait énormément rire et que j'admire beaucoup, dont j'aime beaucoup les entrevues, qu'elles soient télé ou radio. Ce sont toujours des moments qui sont très intéressants, parfois très profonds. Il arrive à vraiment sortir les artistes de leur discours promo habituel, et à la fois, il y a des moments fous, des moments de relâchement, d'authenticité. Il pose souvent des questions très cocasses, dont beaucoup sont d'ailleurs compilés sur le compte Twitter Question Trapenard, que je vous conseille grandement de suivre. Évidemment, je lui en ai posé quelques-unes dans ce podcast. Et cette folie, eh bien, je l'ai largement retrouvée ici, puisque le jour de l'enregistrement de cet épisode, on était tous les deux de très très bonne humeur. Donc je sais pas lequel de lui ou moi était le plus en roue libre. Mais au final, c'est un peu parti dans tous les sens et je n'ai posé quasiment aucune des questions que j'avais prévues. Ce qui fait qu'on a parlé de la peur du silence qu'il avait, de son ras-le-bol, de ceux qui parlent de la beauté de l'échec, alors que l'échec, ça reste avant tout une bonne grosse claque dans la gueule, de la parole des artistes, de romantisme, de tendresse, de musique, beaucoup, de Taylor Swift et de Céline Dion surtout, et du fait que toutes les mères s'appellent Catherine, une théorie extrêmement intéressante et surtout véridique. J'espère que tout ça vous plaira. Ok, oh putain, je stresse. Je suis bien placé là comme ça ou Tu es très bien placé. Ok, c'est cool. S'il y a des trucs où tu te dis en fait non, on n'en parle pas, Oui. je coupe. Oui, souvent je suis assez en roue libre. Donc, Ouais. Façon... Les gens savent ouais. qu'on a une passion commune pour les blagues de pénis. Pour la Moi ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'aime bien les blagues de pénis. Ouais. On ne change pas, hein, comme disait Céline. On met juste les costumes d'autres sur soi, évidemment. Les costumes d'autres sur soi, exactement. Je pensais pas qu'on allait citer Céline au bout de 7 secondes. Bonjour Fanny Ruet. Bonjour Augustin. Merci d'être venu jusqu'ici. Pourquoi c'est toi qui introduis mon podcast ? Parce que c'est mon métier, on fait le même métier en fait. C'est pas mon métier. Je t'écoute. Comment ça va ? Ça va super. Je suis content que tu sois venu. J'étais tranquillement en train de lire et d'écouter un podcast de True Crime et d'écouter un épisode des gens qui doutent. En même temps ? En même temps, les trois. Ce qui me donne une image de toi pour le moins problématique. Quelque part, entre la serial killeuse et le livre, c'était quoi ? Et le livre, c'était un livre de la rentrée de Lydie Salver. Il parle beaucoup de corps. D'accord. On en revient toujours au pénis. Non. Pas exactement, mais elle a écrit des livres érotiques. Ah. Ouais. C'est une des rares invités à qui j'ai posé la question clé de Boomerang, qu'est-ce qui vous fait jouir ? Et elle t'a répondu quoi ? Elle était ravie en tout cas. Je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais elle était ravie. Question que j'avais amenée. J'avais pris oui, du je temps me quand doute même que pour tu vas pas l'amener. arriver. Bonjour. Bonjour Lydie Salver, qu'est-ce qui vous fait jouir ? Il est 10h05. Même pas. 9h12. Oui, bon, j'écoute qu'en replay. La Belgique, tu sais. Vous avez 1 heure de décalage horaire ? Ouais. Ouais, mais je le savais. Comment tu vas de manière générale en ce moment, confinement, fin du confinement, retour à la vraie vie, tout ça ? J'ai quand même beaucoup de chance, moi. J'habite dans un appartement, je suis amoureux, je vis avec la personne que j'aime. Je suis à Paris, mais je lutte pas vraiment pour ma survie. Donc ça va, et je refuserais toujours de me plaindre, en tout cas, de moments difficiles, parce qu'ils sont pas aussi difficiles que pour beaucoup. Et c'est comme ça que je suis la plupart du temps. Mais ça va. Ok. Pourquoi c'est-à-dire que là, je t'ai envoyé un scud. Parce qu'en fait, quand on écoute ton podcast, on se rend compte. Ah non, mais justement, ça, c'est un des trucs dont j'ai envie de sortir, le côté, on va parler que de trucs en bad et tout. Ouais, non. Et mais
Et en plus, on a parlé juste avant d'enregistrer du fait que... Vas-y, raconte cet invité qui t'a demandé de parler de l'échec. Oui, j'étais invité dans un podcast et d'une très jeune fille, je pense qu'elle avait une vingtaine d'années, et je trouvais ça absolument formidable qu'elle fasse un podcast justement où la jeunesse a une parole, et je me disais que moi, à cet âge-là, à 20 ans, j'aurais été incapable de faire ça. J'étais un pur produit de l'éducation nationale, j'étais un bon élève en fait, j'apprenais. Et elle arrive avec un projet, un programme, et elle m'interviewe, et d'ailleurs rudement bien, pour utiliser un adverbe que j'emploie assez rarement, et je suis assez fier de l'employer maintenant, rudement. Et simplement, à un moment donné, je me suis rendu compte que elle me parlait beaucoup du « quand on veut, on peut ». Et je me disais que c'est compliqué en fait, quand on veut, on peut. C'est quelque chose qui me heurte de plus en plus, parce que quand on veut, quelquefois, on peut pas. C'est un discours affreusement culpabilisant et affreusement violent, à mon avis. Et ça me faisait penser, par esprit d'escalier, à mon invité de ce matin, du jour où on enregistre tous les deux cette émission, où j'avais un cinéaste, mais qui est aussi comédien, qui s'appelle Samir Ghesmi, et qui me disait, pour préparer l'émission, j'aimerais beaucoup parler de l'échec, de la beauté de l'échec. Et je réfléchissais, et je me disais que j'en pouvais plus, en fait, de ce discours de la beauté de l'échec. Parce que, qui est-ce qui nous parle de la beauté de l'échec? Les magazines de mode, J.K. Rowling, quand elle fait une conférence à Harvard, maintenant qu'elle est une auteure superstar et qu'elle a écrit Harry Potter, il n'y a rien de plus beau que ses échecs. Mais il y a rien de plus beau quand t'as réussi. Quand on s'en est sorti, ouais. Exactement. Mais il y a les 97 autres % qui... Exactement. Et surtout, Fanny, je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent, en fait, on parle de la grandeur de l'échec, mais pas trop de la beauté de l'échec. La grandeur de l'échec quand on s'en est sorti. Mais la beauté de l'échec en tant que tel, le pur échec, le violent échec dont on se sort jamais, bah, c'est un peu plus compliqué. Et le trouver beau, ça, c'est un acte extrêmement fort. Ça, ah ouais, non, moi, j'allais dire, il y a rien de beau en plus. C'est juste sur le... Ça peut être sale, hein. On va pas se mentir. Ouais, puis c'est horrible de dire à quelqu'un qui vient de rater solide un truc auquel il tenait, non mais c'est beau. Non, c'est pas beau du tout en fait. C'est une énorme gifle. Ouais. Et j'en ai marre du discours, tu vas t'en sortir, ça ira mieux après. Bah non, une gifle, c'est une gifle en fait. T'as un bleu quoi. Toi, des fois, t'as raté des choses auxquelles tu tenais beaucoup? Ouais, j'ai raté plein de trucs. J'ai raté mes histoires d'amour pendant très longtemps. Mais d'une violence rare. C'est-à-dire que j'étais vraiment le spécialiste. Déjà parce que j'étais attiré par des gens qui me voulaient pas du bien. Ensuite parce que je choisissais vraiment moi-même des gens dont je savais en fait à l'avance que ça marcherait absolument pas. Ah, donc pour toi aussi, les red flags, c'est pour montrer le chemin? Exactement. Ouais. Bah, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est quelque part entre le pistage et le chemin de croix. Yes. Tu vois, c'est à peu près pareil, quoi. Il reste jusqu'à dire que je ressemble à Jésus, pas sûr. Mais bon. Chacun a son interprétation. C'est ça. Donc ouais, j'ai pas mal raté là-dessus. Et puis, en fait, si je peux en parler, tu vois, c'est toujours pareil. Si je peux parler de tes échecs-là, c'est parce que je m'en suis sorti et que j'ai retrouvé un ancien amoureux. Ah oui? Bah ouais. Ton mec, c'est un ancien amoureux? Ouais, c'est un ancien amoureux que j'ai c'est trop choupi. Reconquis. Te reconquis. Je suis vieux, attends, j'ai 42 ans, j'ai une bougie odorante à côté de toi, là, à gauche. Mais moi, je trouve ça très chouette. C'est vrai. Mais ouais, parce que ça fait genre, hey, voici ma maison dont je prends soin, j'aime cet endroit. C'est vrai, et en même temps, c'est un peu triste. Ça fait, hey, j'ai 42 ans et j'ai une bougie odorante. Non, mais j'aime bien, moi. Mais c'est mon côté, je suis aussi un homme de 42 ans, tu sais. C'est vrai? Ouais. Alors, à quoi tu le mesures? On en revient toujours au pénis. On en revient toujours au pénis, ce sera le titre de cet épisode, évidemment. T'étais comment quand t'étais enfant? Très seul. Très seul. J'étais un peu différent quand même. Je viens d'une famille hyper bourgeoise. Différent, c'est l'euphémisme pour dire quoi? Pour dire à la fois exclu, pour dire à la fois homosexuel, pour dire à la fois qu'est-ce que j'étais triste peut-être. Je viens d'une famille très nombreuse où on parlait beaucoup tout le temps. Moi, je parlais quand même un petit peu moins. J'avais du mal à m'insérer dans cette famille nombreuse, 2 grands frères, une petite sœur. Et très vite, en fait, j'avais des gestes qu'on n'avait pas, que les autres n'avaient pas. Je me retrouvais pas vraiment dans ce moule, en fait, dans ce modèle, dans ces conventions, en fait, de cette famille-là. Pourtant, j'aime beaucoup mes parents, hein. Donc je le dis aujourd'hui avec de la tendresse, mais c'était difficile. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je fais le métier que je fais aujourd'hui, je crois. Je me suis complètement réfugié au sens clichéique, tu vois, dans la littérature, dans d'autres histoires, dans d'autres mondes, dans d'autres expériences que je pouvais vivre en fait par procuration. J'ai une vision assez naïve en fait en ce sens de la littérature. Tu sais, quand tu dis la littérature m'a appris à vivre,
Ça peut paraître un grand cliché, mais moi, je pense qu'elle m'a effectivement appris à traverser la rue, à tomber amoureux, à rompre amoureusement, à flâner. Comment on rompt amoureusement? En lisant La prisonnière de Proust. En fait, on ne rompt pas. On rompt jamais. C'est la grande... je préviens tout de suite les auditeurs de ce podcast que le visage de Fanny vient de changer et qu'elle est désespérée. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Non, c'est ce grand mensonge qui nous fait croire qu'en fait une violence, elle s'efface avec le temps. C'est ce grand mensonge, cette grande illusion de la résilience. En réalité, moi je partais même pas là-dessus, je partais sur la tendresse qui finit pas vraiment. Un truc un peu genre, oui, mais ça reste toujours des gens que t'as aimés assez fort. Exactement. Pour que tu... Mais ça reste comme une cicatrice ou alors comme un tatouage. Ça dépend si tu choisis que ce soit beau ou terrible. Moi, je crois que ça reste. Je me fais souvent cette réflexion pour le deuil, tu sais. Je sais qu'on est un peu deep là, mais en même temps, j'y pense beaucoup aujourd'hui. Le grand mensonge, c'est de te dire que le deuil, ça passe. Il y a un travail de deuil et il y a un moment donné où c'est bon, tu l'as fait. En fait, non. En fait, tu le gardes toute ta vie en toi, tous les jours. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est mort à 18 ans, qui s'est suicidé, 20 ans. J'y pense encore tous les jours. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a une évolution qui est assez curieuse et à laquelle, personnellement, je m'attendais pas. C'est que, genre, tu vas mal, puis quand tu vas un peu mieux, tu t'en veux d'aller mieux parce que t'es comme, oh mon Dieu, je suis en train d'oublier les choses et tu sens les souvenirs comme ça qui t'échappent et c'est horrible. Et puis, il y a une jouissance aussi dans le fait d'aller mal, qui est inaudible. Ça se rouler dans la mélancolie. Ouais, et puis écouter des chansons que moi, j'ai souvent coutume d'appeler des chansons de tête rebord-fenêtre, hein, Fanny, quand ça va pas. Tu te mets au rebord de ta fenêtre. Tu mets la main, le coude, tu peux le poser, et tu mets la main, tu sais, comme ça. Et t'es dans un clip d'Adèle. Adèle, Julie Zenati, si je m'en sors. Lara Fabian a tout l'album en toute intimité, j'ai pas peur de le dire. On n'est pas sur la même décennie, là. Ouais, je sais. Mais Adèle, quand même. Mais moi, tu sais que je suis un grand fan d'Adèle, de l'album 17, notamment. Il y a pas de 17. Non, pardon, oulala. C'est 19, 21, 25. La tristesse du mec de 42 ans. De l'album 19, pardon. Et pardon. Ah ouais, moi j'ai moins écouté celui-là. Parce que j'étais pas encore... J'ai pas confondu avec Taylor Swift. Elle avait un album qui s'appelle 17. Ah non, non, elle a... Vas-y, tu sais quoi, on change de sujet. Elle a un titre qui s'appelle 22. Vas-y, je me fatigue moi-même là sur les chiffres. T'aimes Taylor Swift? Bah non, mais par contre, je m'intéresse aux chiffres. On en revient toujours au... J'aime pas Taylor Swift. Mais je la connais pas assez, je suis trop vieux. Mais j'aimerais bien me plonger dedans. Tu sais que mes petites cousines sont allées... Non, on se calme. Hein. Tu sais que mes petites cousines sont allées la voir. Mes petites cousines sont américaines et elles sont allées la voir aux États-Unis et c'est genre le plus beau jour de leur vie. Et quand elles en parlent, c'est génial. Et mon cousin qui est américain me dit toujours, you know, she's really the American girl next door. She's that kind of girl. Of course she is. Tu vois? C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Parce que next door, mais en mieux. Moi, je trouve qu'elle incarne quand même la grande différence de culture entre la France et les États-Unis. Parce que moi, je l'imagine pas du tout comme la voisine d'en face. Ah. Ben si, le côté loose, le côté c'est la meuf qui se fait briser le cœur. Je trouve qu'elle est à la loose, toi. Moi, à chaque fois que je la vois, c'est sur des chaînes de télévision ou dans des clips. Oui, mais dans ce qu'elle raconte dans ses chansons où elle a toujours été un peu la meuf qui était pas la reine des pom-pom girls, tu vois. Bon, maintenant, là, j'ai en tête les premiers albums. Maintenant, c'est vrai que c'est en mode Queen, mais... Queen. Au bout d'un moment, c'est Corinne, quoi. Queen. C'est ça. Mais non, Taylor Swift. Je l'aime tellement. C'est vrai, mais je sais. Mais tu l'aimes comment, en fait? Il y a un truc, genre, je suis tellement contente qu'elle fasse des choses, tu vois. Genre, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle genre Miss Americana, où elle parle de comment elle avait été au début très très fort influencée par son équipe qui lui disait quoi faire, quelle position prendre et tout, et puis qu'au fur et à mesure, elle a commencé à... Bah, elle a dit, wait a minute. Ouais, c'est ça. Genre, je suis pas d'accord avec les choses qui se passent et tout, et j'ai envie de le dire. C'est le mec qui se Michel Zlotowski, quoi. I don't do that kind of stuff. Et du coup, il y a tout ça dans le documentaire et j'étais limite en train de chialer en mode I'm so proud of you, girl. Ah, c'est vrai. Ah ouais. J'étais. Cette empathie-là. Vraiment. Ouais. Mais maintenant. Donc c'est un amour, somme toute, très sain. Défini amour malsain envers une pop star américaine. Sale. Ah non. Fantasme. Ah non. Lit. Non. Baignoire. Ah. Non, c'est juste je suis maniaque. D'accord. J'ai juste envie de la laver. Là, je fais Fanny Ruet.
Dans ce podcast, on a parlé du fait de laver Taylor Swift, de la taille du pénis et des vertus ou non de l'échec. Non, c'est pas du tout parti comme je pensais que ça allait partir. Et Fanny Ruet prend ses notes Oui, et écoute, son questionnement. j'en ai tout de même pris quelques-unes. Notamment, j'ai noté que j'étais très d'accord avec ta théorie comme quoi toutes les mamans s'appellent Catherine. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça. J'avais créé un groupe Facebook quand j'avais 17-18 ans. Toutes les mères s'appellent Catherine. Dis-moi que c'est vrai. Mais je pense que c'est vrai. Ta mère s'appelle comment? Mais oui, elle s'appelle Catherine, Tu évidemment. vois, bah, la mienne aussi s'appelle Catherine. Mais t'as vraiment créé ce groupe Facebook? Ouais, bien sûr, mais je sais pas s'il existe toujours, mais tu peux vérifier. Toutes les mères s'appellent Catherine, ça s'appelle comme ça. Déjà, le fait de créer un groupe Facebook, on est à 2 doigts du MySpace et du Kirpèche, quoi. Tu vois, c'est vraiment un autre temps. Non, mais toutes les mères s'appellent Catherine, ça m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est la question du pseudonymat. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des femmes de cette génération s'appelaient Catherine et ont en réalité changé de nom, ont pris un pseudo pour des raisons qui leur appartiennent, qu'on peut essayer d'expliquer, hein, sociologiquement, politiquement, culturellement. Et ça donne, par exemple, la mère de mon ex qui s'appelait Karen. Je veux dire, hello. Karen? Enfin, je veux dire, c'est écrit qu'elle s'appelle Catherine, t'es d'accord? Pourquoi pas Karine non plus tant qu'on y est? Elle s'appelait clairement Catherine, quoi. Après, c'est une époque, hein. Les femmes qui sont nées dans les années 50, il y avait beaucoup de Catherine. C'était le Kevin d'hier. Mais tellement pas, mais ça raconte pas du tout la même chose. Ça raconte quoi? Mais un Kevin, c'est clairement, il a été négligé. Il n'a pas été négligé. Ses parents, sauf si tu penses que ses parents ont été complètement aliénés par le fait télévisuel. À savoir, c'était dans quelle série, Kevin? Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Parce qu'après, tu as eu toute l'époque de Beverly Hills 90210 où tu avais des filles qui s'appelaient Brenda, des garçons qui s'appelaient Brandon, tu avais des Dylan, tu avais des Kelly. Moi, un jour, j'ai fait croire à ma mère que j'allais adopter un enfant et que j'allais l'appeler Stacy. Elle m'a raccroché au nez. Je trouve ça hallucinant d'appeler sa fille Stacy quand on s'appelle Augustin Trapenard. Je trouve ça hallucinant. Je trouve que c'est une forme de courage et c'est surtout ça, ouais. Surtout et du de courage. violence, en fait, quelque part. J'ai décidé d'appeler ma fille Stacy. C'est un statement et en même temps, c'est pas très bien ce que ça veut dire. Stacy Pourquoi? Trapenard. Stacy Trapenard, c'est fou, quoi. Non, je sais ce que tu vas dire et non, on parle pas de ses années collège. Passe deuxième question. Question d'après. Waouh. Waouh, Fanny. Je sais même pas ce que j'allais dire, mais maintenant j'ai très envie de Bah, savoir. Non. Ah, ok, Question je laisse ta d'après. fille tranquille. Bah, si, elle est pas encore née. T'aimerais bien avoir des Je enfants? sais pas. Non, parce que je suis pas prête à mettre l'intérêt de quelqu'un d'autre avant moi. Genre vraiment. Non. Mais tu sais que mettre au monde un enfant, c'est en l'occurrence se faire plaisir à soi-même, hein, pour la plupart du temps. Quand tu le conçois, mais pas. Ouais, c'est vrai qu'après, tu te tapes un bad à mon Bah, avis. c'est ça quoi. Oh, C'est les genre... potes qui viennent d'avoir des enfants, ils sont fatigués. Mais ils sont pas fatigants aussi. Non, moi je les aime bien. Je les ai gardés comme amis, tu vois. Ça Ouais. serait d'une violence inouïe quand même de leur dire maintenant c'est fini, quoi. T'as fait un choix. C'était Stacy ou moi. En même temps, c'est génial parce que là, soudain, on est dans Dallas, quoi. Tu vois, c'est une autre série qui vient. Parviendra-t-il à choisir entre Stacy et Augustin? Et Fanny. Ouais, entre Stacy et Fanny. Bah, du coup, t'as entendu avec Alex dans le podcast avec Alex Ramirez que mon nom c'est Fanny Are You Wet quand tu écartes les lettres. Je sais, ouais, je l'ai entendu. J'avais essayé de le garder pour plus tard dans la mesure où on avait commencé sur le pénis. Je me disais, tu vois, Franchement, au point où on en est. on donne tout. On donne tout, ouais. Ouais. On donne tout. C'est chaud. C'est chaud. J'ose pas le dire à mes parents. Non, bah, je pense que c'est pas nécessaire. Tu sais, il y a des choses qu'il faut pas dire à leurs grands-parents. Moi, par exemple, j'ai fait une erreur que je raconte souvent et que, enfin, c'est la première fois que je la raconte publiquement, donc je te la raconte, c'est que j'ai cru vraiment que ma grand-mère était prête à accepter mon homosexualité. Elle avait Alzheimer. Elle était donc dans une maison de retraite et je me souviens, c'est un des plus gros fous rires avec ma sœur. Hein. Je me souviens d'être arrivé et de lui avoir dit. Ouais, voilà, il se trouve que... Elle me regarde et elle me dit « Et toi, quand est-ce que tu nous ramènes une jolie fille ?» Je lui dis « Non, parce que moi j'aime les garçons, en fait. » Elle avait fait « Oh !» Et je rigole pas, une semaine plus tard, j'y retourne. Et elle me dit « Et toi, quand est-ce que tu me ramènes une jolie jeune fille ?» Et je lui dis « Bah non, parce qu'en fait, je suis pédé, je l'ai dit la semaine dernière. » Elle fait « Oh !» Et le sketch à répétition, semaine après semaine, c'était terrible. Et en fait, la conclusion, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut pas toujours, en fait, tout raconter, Fanny. Là, par exemple, Fanny Are You Wet, on le garde pour nous, on le garde pour le podcast, là. C'est trop, tu vois. Il y a quoi Pas trop d'intimité non plus. Avec les parents. C'est chaud, quand même, de penser l'intimité avec les parents. Tu me dégoûtes. C'est vrai.
Tu sais que j'ai une copine qui a écrit une chanson sur la chose la plus dégoûtante au monde, à savoir entendre ses parents. Et j'irai pas plus loin. Mais... T'as déjà grillé tes parents? Mais non, mes parents n'ont jamais été ensemble, donc je pense qu'ils ont jamais ken, en fait. Naïve. Il y a des choses que t'as jamais osé dire à tes parents? Sans doute. En fait, j'ai une famille un peu étrange, tu sais, où on parle beaucoup, comme je te le disais, très fort, énormément, famille d'Auvergnat, autour de la bouffe, tu vois ce que je veux dire? En plus, famille de chevaux. Famille de chevaux, je suis équin. Non, mon père est éleveur de chevaux, tu sais, et c'est leur grande passion. Mon frère est entraîneur de course. On a vraiment, tu sais, cette vie-là auvergnate des deux côtés. Et en revanche, les sujets très très graves, on n'en parle pas. Mais tu sais ce que c'est que le retour du refoulé? Ils finissent toujours par ressurgir à un moment donné. Donc je me pose la question de ce que j'aurais pu leur cacher. En fait, parce que les choses très très graves, j'ai fini par leur dire. Et les choses futiles, bon, voilà, pour le coup, elles viennent tout le temps, quoi. Je me suis rendu compte récemment qu'il y avait, je pense, eu 3 ou 4 dîners familiaux dans ma vie qui s'étaient terminés où tout le monde était resté en place. Souvent, il y a quelqu'un qui sort. Ah ouais? C'est chaud, hein. C'est les grandes engueulades, en fait. Mais c'est quand même cool d'avoir une famille qui s'aime assez pour s'engueuler. Ah, j'aime bien cette version-là. Je l'avais jamais exprimée comme ça. Tu veux des enfants, toi? J'y pense. Pendant très très longtemps, tu sais, je disais, j'ai pas été piqué par le virus ou des phrases complètement cons, tu vois, du genre l'avantage d'être un homme, c'est qu'on n'a pas cette pulsion-là, enfin, tu vois ce délire. Ouais. Et en fait, là, tu vois, j'ai 42 ans, 7e fois hein, dans le podcast que je le dis, si tu veux pas en reparler après, je me rends compte que je me rends compte de la joie et du bonheur des gens qui ont choisi Stécie. À chaque fois, je le vois pas venir. Ouais. Et Stécie s'immisce dans la conversation. T'as vu un peu comment j'ai le rythme? Mais le truc? Ouais, c'est ton métier? Non, c'est pas exactement. C'est plus le tien. C'est-à-dire, c'est intéressant que ce soit moi qui. Donc, t'as 42 ans? Ouais. C'est la fin bientôt, non? Vache. T'es vacharde. Tu comptes mourir à quel âge? L'année prochaine, j'ai 27, donc je me dis... Allez. Je vois ce que tu veux dire. Ce serait un peu flamboyant. Ouais, 27, 28, ouais. 27 surtout, pour des raisons de rock'n'roll, ouais. Maintenant, je suis pas quelqu'un de très rock'n'roll, tu vois, genre la bougie, ça me fait quelque chose dans ton appart, donc je me dis... Qu'est-ce qu'il y a de plus rock'n'roll en toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus zinzin en vous, Augustin Trapenard? Je l'ai posé cette question, c'est pour ça que qu'est-ce qu'il y a de plus zinzin en moi? Mais je suis très contente que tu aies mis le mot zinzin au service public. Moi, je lutte pour qu'il arrive... Il est rare, t'es d'accord? Il est trop rare. Il est rudement rare. Oui, il est rudement rare et je trouve qu'on devrait pouvoir l'accorder à toutes les sauces. Zinzin, zinzine. Zinzin, zinzine, une zinzinade, des zinzous. Tu vois? Des zinzous? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus zinzin en moi? Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a de plus zinzin en moi? À part ton passé sombre dans le milieu de la nuit. Parce qu'à chaque fois, j'entends des sous-entendus. Oui. Mon romantisme, ça c'est le plus zinzin en moi. Mais tu sais que c'est drôle parce que récemment je recevais une DJ qui s'appelle Jennifer Cardini et ça me ramenait effectivement pendant toute l'interview à des soirées que j'avais passées quand j'étais très jeune au Pulp qui au départ s'appelait l'Entracte et qui après est devenu le Pulp avec ma meilleure amie Ira. Et pendant toute l'interview, en fait, ça se sentait que j'avais envie de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un côté un peu pathétique, tu sais, du genre, oui, et moi, je me souviens de cette fois-là. Et tu faisais la fête, hein. Voilà, c'est ça. Oui, enfin, on parlera pas des années 90. Passe micro, tu vois, alors que, en fait, le dire ça, tu le dis déjà. Est-ce que tu vas en parler? Non, non, c'est une époque révolue, ma pauvre. Tu sais, je me couche à 21h30, moi, maintenant. Mais t'aimes? Ouais. J'ai trouvé, en fait, quelque chose de vertueux dans le sommeil. Oh là là, 42 ans là. Ah vraiment, ouais, là 42 et demi là, vraiment. Ouais. Non, tu vois par exemple hier, c'était la fête de la musique. Pour les gens qui n'auraient pas compris qu'on tourne le 22 juin. Et franchement, je suis resté chez moi. Et à un moment donné même, je me suis un peu retourné et je me suis fait la petite remarque. Les gens font un peu de bruit là. Waouh. C'est chaud, non? Ouais, mais surtout que là, les gens font du bruit. Non, mais après, je me suis repris, tu vois. Je me suis dit, attends, que jeunesse se fasse. Oh, pardon. Pourquoi il y a écrit Tomboy sur ton t-shirt? C'est la marque. C'est un film que t'aimes bien? Ah ouais, aussi. Ouais, moi aussi. Céline Sciamma, forcément, j'ai pas encore vu le dernier, mais ouais, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé ton épisode avec elle, ton émission avec elle. Ouais, c'était important pour moi. C'est une émission sur les récits, c'est ça, sur les histoires en fait qui restent à raconter. C'était beau. T'as lu
Je suis une fille sans histoire de Alice Zeniter. Ouais, bien sûr. Tu l'as reçue, Alice Zeniter. C'est une de mes préférées. Oui, c'est une personne extrêmement... Tu sais que c'est une des plus brillantes... c'est vraiment une des personnes les plus brillantes que j'ai pu rencontrer par la grâce de mon métier, pour le coup. Elle est incroyable. Et elle est tellement drôle. Ouais, c'est vrai. Elle a un côté un peu fou. Ouais. Alors, tu sais que j'ai une histoire avec elle. Vas-y, dis-moi. En fait, quand elle est venue dans mon émission, elle me dit « Vous m'en connaissez pas ?» Et je lui dis ah non, pas du tout. C'est une histoire qui a quelque chose à voir avec le fait que j'ai 42 ans. Et elle me dit, et je lui dis non, pas du tout. Elle me dit vous étiez mon colleur en Cagne. Donc en fait, en Cagne. Quoi colleur ? Ouais. En Cagne, en fait, tu fais passer les oraux. Enfin, t'as des oraux à passer, tu sais, pour t'entraîner pour l'oral de l'école normale sup. Et moi, j'étais un intervenant extérieur, comme ancien, tu vois, normalien, qui lui faisait passer d'école. En fait, j'étais un peu son prof, tu vois ce que je veux dire. Mais je m'en souvenais pas du tout parce que j'en avais vu passer plein. Ah, je suis devenu tout rouge. Parce que souvent, je deviens tout rouge. Et je lui ai dit une phrase genre « ça me rajeunit pas ». Mais en fait, je pense que tu cultives cette image de vieille personne qui dit des phrases comme « ça ne nous rajeunit pas ». Rudement. Tu dis souvent que ce que t'aimes bien dans le fait d'interviewer des artistes, c'est que leur parole est trébuchante, tout ça, et qu'un peu pleine d'imperfections, d'hésitation. Qu'est-ce que toi, ta façon de parler, elle dit de toi ? Elle dit précisément que je suis pas un artiste. Parce que t'as remarqué, je suis un assez bon client. Je parle plutôt bien. Mais c'est... Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle en fait les artistes me fascinent autant, parce que cette parole trébuchante dont tu parlais, c'est aussi une parole anarchique. C'est-à-dire que c'est une parole qui ne se résume pas, qui ne se résout pas à un tweet en 280 signes. C'est une parole complexe, c'est une parole qui se contredit, c'est une parole qui dit n'importe quoi parfois. Et ça, je trouve ça assez beau, en fait, moi, qu'on ait encore le droit de dire n'importe quoi. Il y a que les artistes à qui on laisse le droit de dire n'importe quoi. On se dit « Oh, c'est une artiste après. » c'est un artiste. Tu vois, non, mais c'est ça. Donc ça, quelque chose d'épouvantable, c'est que c'est une forme de déconsidération de la parole, de dire c'est un saltimbanque. Mais en même temps, ça lui laisse une liberté folle aux fous. Comme on les appelait au Moyen-Âge, aux clowns, tu vois. La liberté, en fait, de dire la complexité du monde, de dire la folie aussi du monde, mieux que personne. Or moi, justement, je parle trop bien. Mais en revanche, j'adore recueillir cette parole. Mais donc, t'as pas, c'est comme si t'avais pas trop le droit de dire des choses chaotiques. Non, mais parce que je pense que je le suis moins. Je suis moins chaotique. Tu sais, je suis un vrai lecteur, je suis un vrai amateur de cinéma, de musique, de théâtre, de danse. Je suis un vrai amateur d'art, en fait. C'est fou, d'ailleurs. Je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, on nous apprend très tôt, au CP, la différence entre lire et écrire. Chose que Saint-Germain-des-Prés n'a toujours pas compris. Aujourd'hui, à Saint-Germain-des-Prés, il suffit que tu sois un bon lecteur, un critique dans un magazine pour qu'on te propose d'écrire un livre. Non, en fait. Ça n'est pas la même chose. C'est pas le même métier. Moi, pour interviewer des artistes depuis 15 ans, je sais que l'écriture, la littérature, c'est un art, que c'est une urgence, que c'est une vocation parfois, que ça se fait au prix de sacrifices inouïs. Je me souviens un jour, quand j'étais sur France Culture, d'avoir interviewé cette romancière. Je pense qu'elle en était à son 10e roman. C'est une romancière qui aujourd'hui est chez Grasset, je dirais pas son nom. Et qui me racontait la misère dans laquelle elle vivait, la misère quotidienne. Bon, moi, tu remarqueras, là où on est, je suis pas du tout dans une misère quotidienne, mais j'ai pas d'ailleurs cette urgence, en fait, d'écrire et de consacrer ma vie à ça. Et t'as jamais eu envie ? Non. Peut-être j'écrivais des poèmes quand j'étais un petit peu plus jeune. Je pense vers l'âge de 16-17 ans, j'avais commencé à écrire des poèmes, des sonnets américains, un par État. Parce que j'avais eu la chance de beaucoup voyager aux États-Unis, j'ai de la famille américaine, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc, du coup, dans chacun des États, je m'étais dit que j'allais écrire quelque chose et j'écris un sonnet. Mais en fait, quand tu les relis, tu te tapes des bads, quoi. Donc bon, non. Mais j'ai pas vraiment j'ai pas le talent, déjà. J'ai pas cette volonté. Mais comment tu juges que t'as le talent ou pas ? T'as raison. En plus, je me méfie beaucoup du jugement de goût, y compris du mien. Donc, t'as raison. Disons que j'ai pas cette urgence, en tout cas. J'ai pas cette... si tu veux, je peux m'en passer. Et puis, je me rends compte quand même que quand j'écris, tu vois, par exemple, mon billet, le matin, écrire des questions, c'est autre chose, mais écrire un billet, c'est pas le moment où je prends le plus de plaisir. C'est un moment de réflexion. Ok. J'adore avoir l'idée, tu vois. Une fois que j'ai eu l'idée, là, je suis content, je me mets à l'écrire, et puis là, c'est un peu rébarbatif. Toi, t'aimes bien écrire ?
Bah, je préfère avoir l'idée aussi. Le genre de moment où tu dis oh putain, mais tout fait sens. En fait, c'est comme si tu viens de faire un puzzle alors que t'avais pas l'image de Oui, mais départ. moi, ce qui me passionne dans ton métier, c'est justement la reconstruction de ce sens. Et c'est ça l'écriture, en fait. Et ce que j'adore dans ce podcast, et je te le dis sans aucune flagornerie, c'est quand tu interviews des humoristes et que tu réfléchis justement sur ce que c'est qu'en fait l'écriture de l'humour, sur ce que c'est en fait que la reconstruction d'une idée, de sorte que par des rythmes, par une écriture, elle redevienne drôle, en fait. Ça, c'est fort. Tu sais, je me suis rendu compte, par exemple, un jour que j'étais pas du tout comédien quand on m'a demandé de jouer mon propre rôle dans un film. Donc, j'ai joué mon propre rôle dans un film et j'étais à côté de cette actrice qui s'appelle Nedra Ayadi, je crois, qui devait faire une scène où elle pleurait contre le frigidaire. Et on a refait la scène 4 fois et elle pleurait avec la même intensité. Et je me disais, en fait, le métier de comédien, c'est ça. Le métier d'artiste aussi, c'est ça. C'est de reconstruire. Et de reconstruire parfois à l'infini jusqu'à trouver justement le bon... Mais moi, tu me demandes de pleurer une fois, je pleure une fois, Fanny. 2 fois, certainement pas. Et 3 fois, il faut vraiment aller chercher très très loin. Dans ma famille ou dans mon âge. 42 ans et demi, s'il te plaît. Ou dans la bougie, encore âge. Mais honnêtement, je trouve que le métier de comédien est particulièrement ingrat et particulièrement Je ne le souhaiterais difficile. pas à mon pire ennemi. À mon pire ennemi. Là, on est dans Dallas. Bah, toujours. Ouais. Stealthy. Non, mais moi, c'est vraiment un art que je mets à part dans je sais pas, dans ma tête. C'est les gens qui sont auteurs, qui sont dans la littérature, dans la musique, et puis les comédiens qui font un truc qui est... je sais pas. Et qui dépend du désir du plus grand nombre. Ouais, c'est Par exemple, tu tellement- vois, un artiste plasticien, c'est terrible à dire, on le dit jamais, mais en réalité, son succès ne peut dépendre que d'un seul spectateur de son art. Un grand mécène qui va lui acheter une œuvre, une fortune, qui va le prendre sous son aile, il en a un peu rien à foutre que les gens l'aiment ou l'aiment pas. Et sa carrière et son art, il le construit en toute liberté. Le comédien, il dépend quand même du désir de l'autre. Vous êtes quand même confronté perpétuellement. En plus, il y a une réaction immédiate du public et du regard de l'autre. C'est-à-dire, c'est un jugement immédiat, le rire. Oui, mais il y a un truc en général, dans le cas de l'humour, les gens écrivent eux-mêmes et donc ils se racontent eux-mêmes. Mais là où les comédiens, ils doivent inventer tellement de choses de toutes pièces Ouais, c'est vrai. que je ne comprends pas. Je trouve toujours les comédiens, ils sont chelous un peu. C'est toujours des gens un peu bizarres. Je sais, moi j'ai daté un comédien une fois, c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas aux auditrices et aux auditeurs de ce podcast, quoi. Pourquoi ? Bah parce que déjà, moi je pense qu'à moi, alors imagine avec un comédien, c'était vraiment genre... bienvenue Tu penses qu'à à toi Egoland, quoi. Bah oui. Pourquoi ? Bah je sais pas, je pense... pendant très longtemps, j'ai post-rationalisé le truc et je me suis dit que c'était la plus belle des élégances, en fait, de ne parler que de soi. Parce que je me disais qu'en réalité, c'était la chose qu'on connaissait le mieux. En fait, c'est que des conneries, hein, et de plus en plus... C'est surtout une protection de gros planqués, hein. Et je le sais parce que j'utilise la même. C'est vrai. Bah ouais. Non, mais je pense que l'histoire de cet itinéraire, qui est le mien, c'est vraiment justement de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à... Ouais, c'est ça, de se confronter à l'autre. Ça a été ça. Tu vois, j'ai commencé tout petit, tout renfermé sur moi-même. Et j'ai grandi, et je me suis ouvert comme une grande fleur. Comme une anémone. Et tu dis souvent en interview et tout que c'est vraiment pas normal de vivre quasi en permanence avec 17 caméras autour de soi. Et qu'est-ce que tu cherches ? À être aimé, à être regardé, pour être très littéral, à être regardé, à être aimé, à être reconnu, dans tous les sens du terme. C'est toujours quelque chose qui m'a frappé, cette espèce de naïveté, qui n'est pas de la fausse naïveté, hein, parce que j'ai pu le vérifier, de certaines grandes figures de la télévision ou du cinéma, qui t'expliquent qu'ils ne font pas ça pour ça. En fait, je veux dire, il y a un moment donné, il faut quand même prendre un tout petit peu de distance et se rendre compte de l'évidence. Reconstruire une réalité devant des yeux qui ne sont pas des yeux, mais des yeux numériques, ça n'est pas normal. C'est même effrayant et c'est même effarant de littéralité, quelque part. Regardez-moi, aimez-moi, reconnaissez-moi. Moi, j'ai pris le parti de trouver ça fascinant et de m'interroger justement sur ce que ça voulait dire. Tu sais, je te racontais une histoire un jour. Je me promène avec Antoine Decaune dans la rue, à l'époque où il présentait le Grand Journal, et j'étais son chroniqueur littéraire sur Canal+. Et on s'entend très bien avec Antoine, c'est pour ça que je me permets de raconter cette anecdote. Et il me dit, non mais j'en ai marre que les gens disent tout le temps que les Parisiens sont méchants, ils sont adorables les Parisiens. Et je disais, non mais personne ne dit ça exactement, Antoine, c'est plus complexe. Et là je te vois qui hoche la tête. Et il me dit, tiens, on rentre dans une boulangerie parce qu'il voulait aller acheter du pain. Et là, la boulangère lui dit « Bonjour, monsieur Decaune, comment allez-vous ?» Et en sortant, Antoine me dit « Bah, tu vois,
Et non, mais je trouve que c'est une anecdote magnifique. Parce qu'en fait, si tu veux, il le disait avec une telle... Mais il y croyait? Ouais, avec une telle... Ben ouais. Parce qu'Antoine, il est né avec ça, avec des parents qui faisaient ces métiers-là. Il a été très célèbre d'être très très jeune, vers l'âge de 19, 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est... tu vois? Ouais. Et je trouve ça beau, au contraire, de ne pas avoir déconstruit ça. Bon, maintenant, si je raconte cette anecdote, je suis sûr qu'il dirait soit menteur, soit... mais tu parles, j'en ai tout à fait conscience, parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Mais si tu veux, cette anecdote, moi, elle me fait toujours marrer. Et toi, t'as quel rapport à ça, maintenant? Bah, par exemple, je me suis rendu compte que la fin du grand journal, c'est-à-dire c'était il y a longtemps, c'est-à-dire d'une émission de grande audience, ça avait été très difficile pour moi. Je m'en suis rendu compte, tu vois. Je me suis rendu compte que les gens, quand ils venaient me voir dans la rue et qu'ils me disaient vous n'êtes plus sur Canal, alors que j'étais toujours sur Canal, j'avais le cercle, les 21 cm, ça me saoulait. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu déconstruis, si tu réfléchis, si tu t'interroges, tu te dis, mais pourquoi ça me saoule? En fin de compte, je fais ce que j'aime. Encore. Moi, le grand journal, j'ai eu des moments qui étaient hyper difficiles, où j'étais pas très heureux de mon métier, de ce que je faisais. Alors que là, je faisais vraiment des choses que j'aimais, tu vois, dans 21 cm et dans le cercle. Et ça a été étrange. Mais après, moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais quand même France Inter qui marchait très bien. Donc, du coup, les gens continuaient à me parler. Mais je me pose la question de savoir parfois si je serais très malheureux si tout s'arrêtait. Mais tu penses que tu arriveras à faire quelque chose qui n'est pas dans la sphère publique? En fait, oui, parce que sur le papier, ce que je préfère, c'est ce que je fais tous les jours chez moi, et encore une fois, je suis devenu extrêmement casanier, c'est de lire. C'est de lire 3, 4, 5 heures par jour. C'est ça, en fait, mon métier. Et c'est ce que je préfère. Donc, je me dis toujours, lorsque je serai à la retraite ou lorsque je vais partir, moi, je ne pourrais pas m'embêter. Parce que j'aurai toujours de quoi lire ou relire. Et il n'y a rien de plus beau que de relire. Donc... mais en même temps, je me pose que cette question. Je m'interroge quand même, après avoir évolué là-dedans, grandi là-dedans depuis 15 ans. On se pose la question, non? Toi, c'est quelque chose qui t'interroge, qui t'inquiète? La relation que tu peux avoir justement avec l'œil de l'autre? C'est un peu une question que je me pose beaucoup, parce que ça peut être tellement vite malsain si tu prends pas garde. Et puis oui, en effet, c'est pas du tout... normal de vouloir monter sur scène et de raconter sa vie devant 150, 200 inconnus. Ça n'a aucun sens. C'est étrange, ouais. Et ouais, c'est genre essayer de trouver ce que tu cherches exactement à compenser. Et surtout de se dire que tout le monde sait ce que tu es en train de faire. Ouais, tout le monde sait que je suis comme genre « Hey, aimez-moi !» Ouais, aimez-moi, et surtout écoutez-moi, parce que le fait de le dire, ça va m'aider. Alors ça, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ce truc de... Une fois que j'ai dit un truc, je me sens mieux et tout. C'est plus le fait de l'écrire et de construire un discours autour de ça. Mais que je le dise, que je le dise pas, c'est pas tellement... ça change pas tellement de choses. Tu sais, je retrouvais... Je sais pas, je flânais un peu sur Internet et je tombais sur un de tes posts, je crois que c'était une story que tu avais fait, où tu disais j'adore quand vous prenez mes blagues. Et tu sais, Pour pécho. Ouais, les gens qui se draguent sur Tinder ici. Mais je me disais en même temps, en réfléchissant, je me disais c'est quand même une expérience étrange. C'est une sorte de projection sur ta vie. Tu vois, c'est drôle, c'est cool, mais c'est étrange. Ouais, je sais pas, moi je vois vraiment ça comme des genre... Ça m'appartient plus trop après, tu vois. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu délègues ta vie à un moment donné? Ben ça, en fait, l'avantage, c'est que les gens savent jamais exactement ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, tu vois. Donc tu peux faire genre non, mais c'est bon, c'est pas tellement personnel. Mais tu convaincs qui? Bah moi, hein, majoritairement. Mais ouais, non, je sais pas, au début c'est bizarre, puis en fait tu fais bah j'en ferai d'autres. Donc de toute façon ma vie elle change, donc c'est plus tout à fait actuel, donc ça va. Donc il y a un peu un truc de laisser partir, et puis après tu fais d'autres bébés, tu vois. C'était sûr à des petits frères et sœurs. Voilà, Méline tombe, quoi. Mon 6e enfant, mon 6e spectacle. Est-ce qu'on accouche d'une blague, Fanny Ruel? J'ai évidemment préparé quelques questions trapenard. Vas-y, je t'écoute. C'est la base. Vas-y, on y va. On est parti. Papa! Pardon. Avec cette virilité, 42 ans. C'est quoi un bon radis? Alors, c'est une question que j'avais posée, je vais déconstruire. Hein. C'est une question que j'avais posée à un chef. Hein. C'est-à-dire, je ne demande pas c'est quoi un bon radis à Lydie Salver. Bah, hein. Tu devrais. Ouais, je devrais, ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être interprété symboliquement, et je veux même pas
Là, je te vois avec ton petit œil. Augustin, Je vais même pas y aller. dis-moi ce que c'est un bon radis. Il m'a répondu et il a raison. C'est un radis sur de la glace. C'est un radis extrêmement froid. Ah bah oui. Alors après, la question, c'est de savoir si tu le manges avec du beurre ou non. Nous, en Auvergne, ce mec qui cite l'Auvergne alors que ça n'a rien à voir avec le radis, on ne le mange pas avec du pain et du beurre. On le mange seulement avec du sel. C'est ça un bon radis. C'est la rencontre entre la nature et le sel. Ça n'a aucun sens. Tu vois, je me suis préparé parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions que je pose, je suis nul et du coup je m'en veux. Donc là, je me suis préparé. Je peux te dire, vas-y, je suis incollable. Vas-y. Ok. Est-ce que le contrôle, vous l'avez perdu souvent dans votre vie, Augustin? C'est l'histoire de. Ça pourrait être le titre de mon autobiographie. J'ai perdu le contrôle. T'as souvent perdu le Je contrôle? le perds à tout moment et je trouve que même la beauté réside dans la perte de contrôle. Est-ce que la beauté, c'est pas l'échec? Non, certainement pas. C'est la perte de contrôle. Et c'est justement, par exemple, typiquement dans l'exercice de mon métier, une bonne interview, c'est une interview où le contrôle est perdu à un moment donné. J'ai écrit un conducteur le plus rigoureux possible et il y a un moment donné où ça part en sucette ou en radis. Tu choisis la métaphore. Perte de contrôle, c'est parti, bonne interview. Maman, à toi. Mais d'ailleurs, j'ai écouté la masterclass que t'as fait chez Louis avec Charlotte Pudlowski et c'était très intéressant. C'est vrai? Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Je l'aime beaucoup, cette Charlotte Pudlowski. J'ai écouté son podcast qui m'a bouleversé. Ou peut-être une nuit. Bouleversé. Je trouve que c'est un monument, en fait, de ce mode qu'est le podcast. C'est peut-être la plus belle chose que j'ai entendue, États-Unis et France compris. Oh, wow. Go Charlotte. Oh, waouh. Je trouve ça formidable. Je t'avoue, moi, j'ai pas écouté. J'ai pas osé l'écouter encore. J'attends d'être assez solide. Bon, après, c'est pas un podcast de Sophie Marie Laroui, on va pas se mentir. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus tendu. Et mes amitiés à Sophie Marie. Qu'on aime d'amour. Et je sais, t'as fait au moins 2 interviews avec elle. J'en ai fait. Ouais, la deuxième n'est pas encore sortie, mais. Ouais, mais d'ailleurs, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit. J'étais tellement fatiguée, j'ai aucun souvenir de ce qu'on s'est dit. Mais elle provoque ça. Tu sais, moi, quand j'ai fait. C'est ça, elle m'a invité à bientôt te revoir. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, c'est un moment. C'est un blackout, en fait. Je suis rentré chez moi. Peut-être elle nous drogue. Ouais, je pense qu'elle nous drogue, ouais, Nickel. effectivement. Ouais, je pense. De toute façon, tout est suspect hein, chez cette femme. Oui. Mais j'ai une Elle m'a donné un théorie. cadeau, j'ai pas croqué dedans. Hein, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. C'est vrai Du que chocolat, j'ai accepté. j'ai vécu les années 90. Moi, je sais ce que c'est que du chocolat. Je sais ce qu'il peut y avoir dans du chocolat, madame. Oh, putain, ça me manque les années 90. C'est vrai? T'étais pas née, quoi. Non. Ouais, c'est ça. C'est un ça qui scandale. me T'es née en manque. quelle année? Je suis née en 94. Oh là là. Et ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai regardé une photo de Brit où tu trouvais du Poppers dans ta bibliothèque et j'ai trouvé ça Il y en fantastique. a, je pense, ouais. Quelque part. Mais pourquoi? Tu veux que je te raconte un truc? Donc, cette vidéo, donc évidemment, c'était pas du tout. Ah non, c'était pas Brit, c'était Combini, je pense. Ouais, c'était Combini. C'était pas du tout prévu. Donc, je deviens tout rouge. Et en fait, à la fin de cette vidéo, moi, j'étais trop content d'avoir retrouvé le Poppers, tu vois. Tu me connais un peu. Moi, si tu veux parler des livres que j'ai aimés, c'est bon, quoi. Ils sont dans ma tête. Je peux en parler. Ça fait partie de mon métier. Mais là, c'était plus une interview. Donc, bon, j'étais content de parler des livres que j'aime. Mais j'étais surtout content d'avoir retrouvé le Poppers. Bref, donc j'étais ravi. Tous mes amis m'ont évidemment écrit en disant t'as retrouvé le Poppers, on fait une soirée vendredi soir. Tu vois le délire? Mais attends, c'est dur à trouver? Bah, c'est dur à trouver. J'ai juste pris un Virginia Woolf et il était derrière. Non, mais dans la vie. C'est dur Non, à maintenant c'est au acheter. tabac. Mais à l'époque, Ah. c'était un peu plus dur. Il fallait aller dans les sex shops. Hein. Mais attends, À nous de mais- Pigalle. C'est à nous de Paris, Auguste. Non, et alors donc pour te raconter l'anecdote, en fait derrière il y a eu une parodie de cette vidéo de Combini qui a été faite par Brute, Ah oui, par avec, Bertrand oui. Huskla. Et en fait ils sont venus tourner dans mon appartement, donc moi j'étais dans mon puits en train de lire, je leur avais dit vous faites ce que vous voulez, et soudain j'entends des éclats de rire et des patatras, des livres qui tombent et tout. Je monte, ils l'ont pas gardé au montage, ils étaient en train de trouver un god derrière Flaubert ou un truc comme ça. Mais pourquoi tu caches tes gouttes derrière Non Flaubert? mais je l'avais pas caché, ils l'avaient rajouté. Ah. Oh, je te jure. Après les gens me demandent pourquoi je suis parti de Canal, moi. Non mais attends. Plus de respect, plus rien. Ok. Ah, moi, ok. Mais n'empêche, c'est... Non, mais ça va, c'est pas non plus un calendrier de Noël, Fanny, quoi. C'est Bah, une moi, vraie j'adorerais. bibliothèque. Franchement, j'adorerais. Je serais vraiment chaude à l'idée de trouver plein de choses un peu bizarres. T'as conscience de la complexité de cette phrase? Je serais vraiment chaude à trouver des choses un peu bizarres. Écoute, je me suis fait une réflexion avant de venir, puis est-ce que je dois faire attention à comment je parle? Puis je me suis dit Non, non, parce parce que que sinon je vais faire trop gaffe à ça et Ouais. je vais pas l'écouter. Et Non, c'est juste, retiens quand même, on n'est pas obligé de tout savoir, Fanny. Question. Question, du pardon, rythme. Trapenard. Vous avez pris des gros râteaux, vous? Oh plein, oh là là, si tu savais, je suis le roi du râteau, je l'ai inventé, le coup du râteau, tu sais, t'appuies sur le râteau, le bout du râteau, et t'as le manche qui Mais te revient comment- dans la gueule. comment Dans tous les sens du terme, symbolique, littéral, tout ce que tu veux. Le râteau, c'est moi.
Ah, le silence. Elle est en train de boire, hein, je préviens les auditeurs. Je m'attendais pas à entendre cette phrase. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui... Mais parce que moi, je dis je t'aime au bout de 10 minutes. This is so gay. It's not so gay. Well, it's a little gay because I'm gay. C'est très lesbien, en fait. C'est vrai? Ouais, les lesbiennes sont genre, au bout de 2 semaines, elles emménagent ensemble. Mais tu sais quoi, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que j'ai pas mal de copines lesbiennes qui me disent c'est chelou, quelquefois t'as des réflexions de lesbiennes. Je te donne un exemple. Le fait que je déteste m'endormir et que mon mec me fasse la gueule. Bah ça, c'est juste normal. Ah, merci. Mais en même temps, je suis un peu lesbienne, donc... Mais c'est vrai, c'est pas un coming out, tu l'as déjà dit. Ah mais oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ok. Non, mais ça, je comprends pas en quoi c'est juste... Non, mais je sais pas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est un peu lesbien. Oui, parce que je dis je t'aime tout le temps. Il faut pas, en fait. Il faut retenir. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. C'est des conneries. Ouais, mais ça fait chier, quand même. Ça fait chier tout le monde. Moi, tu vois, je suis exalté. Je te parlais de mon romantisme tout à l'heure. Il est là, il est dark, quoi. C'est tout de suite, quoi. De toute façon, moi, quand je sors avec quelqu'un, c'est que je l'aime. C'est vrai? Ouais. J'embrasse pas quelqu'un que j'aime pas. Bah ouais. Mais c'est fou, ça? Non, c'est beau. Ben oui, mais du coup, j'aime beaucoup de gens. Hein. Oui, j'allais dire, est-ce que t'aimes les gens vite ou est-ce que t'embrasses jamais? Non, j'aime les gens vite. Hein. Ah ouais. J'ai l'impression d'être mon chien. Ouais. Ouais, tout à fait. Attends, t'as un chien? Non, j'en avais un, mais il est mort il y a 2 ans. Tu veux qu'on en parle? Parce que là, c'est chaud. On est là pour une demi-heure. C'est vrai, je déteste les chiens. Jean-France? Mon chien, il s'appelait Jean-France. Oh, mais non. C'était trop mignon. Un coquard, mon meilleur pote. Tous les matins, quand je me levais, il était la personne la plus heureuse du monde. C'était merveilleux, en fait. J'ai l'impression... Tu sais que c'est un remède contre la dépression extraordinaire. C'est-à-dire que tu te réveilles, quelqu'un t'aime, quoi. Profondément. Just think about it. J'ai écouté tes podcasts, franchement, think about it. T'es vraiment une ordure. Just think about it. Il reste quoi de la petite Céline aujourd'hui? Sérieux? Franchement, all by myself. Tout ça pour ça. Mais attends, c'est un titre important, La Note. Je me suis toujours dit que le jour où je reçois Céline Dion, première question, quel est le prénom de tous vos frères et sœurs dans l'ordre? Deuxième question. Pourquoi? Parce que c'est quand même passionnant, elle en a énormément. Ah ouais? Et elle les dit dans l'ordre. Je veux dire, c'est comme un exercice de diction. Si tu veux, on peut en faire un. Je cherche ces 1616 chaises chez Sanchez. Et troisième question à Céline Dion, pendant mon interview, La Note. Bonjour Céline, est-ce que vous pouvez me faire la note? Anymore. Celle-là. La Anymore. C'est vrai. Ah bah, elle est extraordinaire, cette note. La folie de cette note, je la retrouve aussi également dans Moulin. Dans le dessin animé Moulin. On dit Mulan. Ah putain, je sais. Je le savais en le disant. En le disant, je savais que t'allais me juger ce que je disais Moulin. Mais d'où ça vient? Je sais pas, mais je me suis rendu compte que je disais Dubaï aussi. Mais Dubaï, c'est normal, c'est Dubaï. Tu dis pas Dubaï. Merci. On dit Dubaï. Oui, on dit Dubaï, mais on dit Mulan. Vas-y, tu m'as perdu là. Moi, j'ai un problème avec les ou. J'ai un problème avec les moules. C'est pour ça. Mais du coup, Mulan. Quelle note dans Mulan? Comment? Quelle note dans Mulan? Oh, je pourrais pas te refaire la chanson, mais je sais que dans la chanson, tu sais où elle se regarde, la reflection. Ouais. Il y a un moment donné, il y a une note de fou. Bah, je regarderai Mulan avec... Non, bah, c'est question. En cherchant la note... Florence Aubenas se définit comme une empêcheuse de tourner en rond, comme elle a dit dans le premier épisode de Plumard. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de tourner en rond? Qu'est-ce qui m'empêche de tourner en rond? Ouais. Dans ta vie et dans ton travail. L'amour de ce que je fais. J'ai un amour profond pour mon travail. Un amour profond pour la personne qui partage ma vie. Et ça m'empêche complètement de tourner en rond. Mais j'ai aussi un métier très chronophage et un amour très chronophage. Donc du coup, j'ai pas vraiment l'occasion de tourner en rond, moi. Donc je tourne jamais en rond. Et c'est assez cet amour pour ne jamais s'ennuyer. Enfin, Ah bah non, non, quand t'aimes passionnément, tu t'emmerdes jamais. Ah, je sais pas, j'aime jamais assez les choses fort à ce point. T'as déjà été amoureuse, Fanny Ruet? Il y a jadis. Comment tu l'as su? Parce que c'était zinzin. C'est-à-dire? C'était un truc irrationnel et j'ai très peu de place pour l'irrationnel aujourd'hui. C'était dans ton ventre? Ouais, c'était dans mon ventre, c'était le truc de tu sais quoi, ouais, j'ai examen demain, mais je peux dormir ici peut-être. C'était qui?
C'était une fille très, très chouette. Mais Elle existe toujours? elle existe toujours, mais loin. Enfin, loin, non, mais... T'as un petit texto quelquefois? Un petit quoi? Un petit texto? Ouais, vite fait, mais... Ça te fait toujours un truc à chaque fois? Ah non, pas du tout. Ah non. Pardon? Ah non, mais genre, j'ai de la tendresse, tu vois, mais pas... Je me dis juste, j'espère qu'elle va bien et qu'elle est heureuse. Mais je me dis pas genre... Oh, Refais. J'adore cette chanson. Refais. C'était pas une chanson? Je sais, mais moi, considère que c'est comme une chanson. Donc... Tu elle vois, est comme trop sonnerie. bien. Une dernière fois. Mais non. Elle est trop bien. Donc voilà, mon ventre n'a pas fait ça, donc... Mais non, mais je trouve ça fou. Mais ça me manque beaucoup. C'est un truc dont je parle beaucoup dans les épisodes. J'ai l'impression de l'absolu me manque. Tu vois, de ces sentiments qui prennent toute la place et qui te rendent plus capable de penser droit. Et non, c'est dur à trouver, je trouve, quand on devient adulte. Et qu'on aspire à une vie paisible. Alors oui, il y a le fait que je suis hyper control freak et que j'ai pas envie de trop m'éparpiller et risquer de me faire déglingue. Mais il y a aussi le fait que c'est vraiment dur de trouver des gens qu'on puisse aimer fort, tu vois. Genre les gens sont toujours casse-couilles d'une façon pas mignonne. Tu trouves pas? Non, parce que je pense que c'est toi qui te lasses. Ah bah oui, aussi. Mais logiquement, tu te lasses après du temps. Là, c'est genre directement. C'est genre, ah non, mais ça va pas. Il y a ça qui va pas, tu vois. Enfin, c'est moi qui suis casse-couille en vrai, mais... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, ouais. En fait, les gens sont pas casse-couilles, c'est toi. Merci. Donc, faudrait te rendre compte quelqu'un, si on va jusqu'au bout, qui te considère casse-couille immédiatement, pour que tu sois la reine des casse-couilles, tu vois. Dès le départ. Comme ça, il n'y a pas ambiguïté. On y va, on fonce. Ouais, je suis pas sûre. C'est chaud, mais tu peux pas continuer à faire croire aux gens que t'es pas casse-couille, Fanny. Enfin... Écoute, mais non, mais les gens savent quand même. Je pense que c'est ce que je dégage. Non. Moi, je trouve pas que tu dégages ça. Je trouve que tu dégages de la réflexion. Allez. Beaucoup de réflexion. Et du coup, là, tu vas être déçu. Non, tu te poses plein de questions tout le temps. J'adore les gens qui se posent des questions, moi. C'est mon métier en même temps. Mais j'adore ça. Je trouve que tu te poses plein de questions, que tu réfléchis tous les sujets, que rien ne va de soi pour toi. Je sais pas. Est-ce que des fois, tu apprends des choses à ton sujet en posant des questions aux autres? Tout le temps, tous les jours, chaque question que je pose. Ah ouais? Chacune. Par exemple, là, donne-moi une question et je vais te dire ce que j'ai appris sur moi. Qu'avons-nous désappris à voir? Oh là là, c'était quelque chose, ça. Qu'est-ce qu'on a désappris à voir? Je pense que j'ai posé cette question par rapport à l'enfance, en fait. Par rapport à un passé où quelque chose était complètement évident et c'est quelque chose qu'on a fini par... Et puis, quelque chose en question, on a fini par l'oublier, on a fini par le désapprendre alors que c'était beau. Et je pense que ça me fait beaucoup réfléchir sur une forme de... Justement, c'est intéressant, au regard de la conversation qu'on avait, sur une forme d'innocence, en fait, et de facilité que j'avais dans la vie, peut-être, sur certains points, sur certaines choses. Quand j'avais, je sais pas, 9-10 ans, il y avait des choses qui me posaient pas question. Mais c'était pas justement plus compliqué pour toi? Ça a été dur, mais en même temps, il y avait des domaines, des sujets, si tu veux, qui me posaient pas question, où je fonçais, où j'allais tout droit. Genre? Je te donne un exemple. Il faut faire cette dissertation, je faisais cette dissertation. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de patience face à l'autorité. Je déteste l'autorité. Ah ouais? Ouais. C'est parce que t'as l'habitude maintenant que d'avoir assez de... Sans doute, c'est un privilège, t'as tout à fait raison. Mais je déteste ça. Je déteste qu'on me dise quoi faire. Et souvent d'ailleurs, je le fais savoir. Pas toi? Moi j'ai peur, moi je suis une première de classe. Hein. Je suis pas encore détachée de cet aspect j'ai besoin de tout faire bien, tu vois. Genre quand les gens ils mettent pas bien leur masque, je suis comme tu le mets pas bien. Vraiment casse-couille, même si on est dehors, tu vois. Mais tu vois, moi je commence toujours par gueuler. Je commence toujours par gueuler quand on me fait une réflexion désagréable. Et après j'écoute. Hein. Je le garde en moi et après souvent je reviens et je réfléchis et je me dis oh, il avait peut-être raison en fait. Donc du coup j'essaie de modifier. Mais par principe, je commence toujours par gueuler. Ah ouais? Ouais. Mais t'es trop chiant. Un peu, c'est-à-dire que je me laisse pas faire, quoi. Tu sais, quand on est trop gentil, c'est horrible.
T'étais trop gentil à certains moments? Toute ma vie, j'ai été trop gentil. Moi, je me suis fait marcher dessus, je peux même pas imaginer. Ah, j'ai compris, hein. Et pourquoi t'es pas devenue une crapule? Je suis trop romantique. Oh là 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 là. T'as vu que je te fais craquer un peu, là? Elle a les cils qui battent. Oh là là, je minaude. Elle minaude. Minaudia. Minaudia. Salut, ici la Fanny du montage. Histoire que vous ayez le contexte de ce qui va suivre, à ce moment-là, mes yeux se sont posés sur un bouquin qui était dans la bibliothèque d'Augustin, un bouquin sur l'album Horses de Patti Smith, qui est sorti aux éditions Densité dans la super collection Discogonie qui parle d'albums de rock assez mythiques. Et je connaissais pas du tout ce bouquin, il m'a beaucoup intriguée, donc j'ai voulu en savoir plus. C'est quoi le Patti Smith Horses? Horses, ça. Ah, ça. Tu le veux? Je te le donne si tu veux. Non, c'est juste la question parce que... Tous les gens qui passent le prennent. C'est un texte poétique. Hein. Mais de l'album ou rien à voir? C'est aussi une recontextualisation totalement de l'album, là, tu vois. Ok. Titre par titre. Ah, c'est cool, là, sur Gloria, je te le donne. T'adores Patti Smith? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Moi aussi. J'ai fait un beau boomerang avec elle. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Ouais, je l'aime trop. J'étais allée la voir à l'ancienne Belgique à Bruxelles et d'habitude en concert, je suis du genre, je bouge pas, j'ai l'air blasée de ouf, alors que dans ma tête, je passe un trop bon moment. Et là, j'étais vraiment au premier rang et elle est passée devant moi. J'ai juste tendu ma main en mode touche-moi. Elle t'a touché? Elle m'a pris la main et j'étais comme, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Est-ce que t'es d'accord que quand t'es dans un concert et que tu regardes vraiment fixement l'artiste, t'es convaincu qu'à un moment donné, il t'a vu? Mais évidemment qu'elle m'a vu. Ouais, c'est ça. Elle m'a touché, Augustin. Ouais, moi, si tu savais le nombre de personnes que j'ai touchées, mais pas vues. Mais je les ai aimées, madame. Tu les as embrassées? Tu sais, Patti Smith, un jour, si je les ai aimées, je les ai embrassées, inversement. Mais Patti Smith, un jour, elle est venue ici parce que j'ai fait un 21 cm avec elle. Et... Elle a touché ce tapis? Plus que ça, elle a chanté Because the Night ici. Avec mon chien, sur qui on avait mis Jean-France, sur qui on avait mis une caméra. Non, c'était plus tard qu'il est mort. On lui avait mis une caméra sur le dos, ce qui fait qu'en fait, ça sautillait partout, c'était trop mignon. Et à un moment donné, quand elle a chanté Because the Night, il s'est assis devant elle et il s'est mis à aboyer. L'archive, elle est géniale, quoi. Donc elle est là, Because the Night, et il est là. Et moi, je suis là, sérieux, Jean-France? J'ai un concert, genre, dans mon salon, de Patti Smith. C'est bon, quoi. Et lui, il était enchanté, quoi. Je pense qu'il voulait chanter lui aussi. Je pense que c'était sa chanson préférée, Because the Night. Mais surtout la phrase sérieux Jean-France. Ah, souvent, je lui disais... je faisais parler mon chien, moi. Ah ouais, tu fais partie de ces gens? Ouais. Mais là où c'est très inquiétant, c'est que maintenant qu'il est mort, je le fais toujours parler. Quelquefois, j'ai des dialogues. Ah ouais? Tu vois, ouais. Et vous racontez quoi? Par exemple, j'ai peur des rats depuis toujours et mon chien m'avait appris à avoir moins peur des rats parce que du coup, on avait complètement inventé des histoires autour des rats ensemble. Ouais. Par exemple, croiser un rat, il me disait « Ah, Anne-Sophie de fromage !» Tu vois, et on l'avait appelée Anne-Sophie de fromage et en fait, elle allait chercher du fromage et elle rentrait après dans son petit trou, tu vois, dans son gros trou en l'occurrence, parce que les rats sont immenses de ce côté-là de Paris. Et du coup, j'avais moins peur des rats, tu vois. Donc, quelquefois, là, quand je me promène dans Paris, là, surtout pendant tu sais, tous les couvre-feux et tout, quand on sortait avec une attestation, là, pendant les confinements, du coup, les rues étaient assez désertes, donc les rats, il y en avait plus souvent qu'à son tour, tu vois. Et là, du coup, c'était la famille, quoi. J'étais là, oh, Marie-Claude de fromage, oh, et Laetitia von Kuse, parce que quand elle était allemande, je l'appelais von Kuse. Américaine, je l'appelais, Mary Alice von Cheese. C'était, tu sais, Laura. Je suis un peu taré, en fait, je m'en rends compte. Là, mais surtout, t'étais tout seul dehors, du coup? Et je parle tout seul. Mais tu sais que je me suis rendu compte qu'en fait, il faut parler tout seul dans la rue. Je sais pas si tu le fais, mais il faut. Moi, je le fais, mais je sais jamais à quel point c'est normal ou pas. Mais alors, que ce soit normal ou pas, on en a rien à foutre, Fanny. En l'occurrence, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça te protège. De quoi? Les gens pensent que t'es fou quand tu parles tout fort, tout seul, dans la rue. Et donc, du coup, personne ne vient te voir. Tout seul. Il n'y a rien qui fait plus peur que la folie. Donc moi, en fait, je parle tout fort tout le temps et personne ne m'a jamais fait chier. Même quand j'étais petit. C'est une stratégie, une tactique plutôt, parce que je réagis à une force extérieure plutôt que d'attaquer, ça serait ça la stratégie. Mmh. Et depuis que je suis tout petit, tu vois, je parle tout fort, tout seul, dans la rue. Et les gens m'agressent pas. C'est vrai. C'est vrai que je me suis déjà dit, si un jour je me fais agresser, si j'ai... Mais toi, à parler un peu avant quand même, parce que sinon ça va se voir, quoi. De quoi? Mais toi, à parler un peu avant. Oui. On t'agresse, tu vois ce que je veux dire? Sinon, la fille, non, c'est le mec t'agresse, c'était là. Juste... Et donc, ce jour-là, Marie-Alice de fromage, on va comprendre, tu vois. Il faut avoir l'air plus fou que la personne. Exactement. Si tu commences à crier, mais de manière insensée. Je pense que le cri est trop associé à une réaction à l'attaque. Non, mais tu cries un discours cohérent, mais pas là. Voilà, exactement. Un poème.
Oui, ou un truc géopolitique. Ouais, ça c'est bien. Une chronique de Dominique Seux. Tout le monde se casse. En cas d'agression. Honnêtement, ouais, je pense que ça pourrait le faire. On n'a pas du tout suivi. Bah, pas du tout, évidemment que non. Hein. Ah, t'as une peur panique du silence? J'ai eu pendant très très longtemps. En fait, c'est intéressant, le silence, je l'ai complètement réapprivoisé avec la radio. C'est-à-dire que la radio, pour moi, c'est le grand média du silence. C'est le média où on construit un silence et où le silence va être chargé. Quand j'ai commencé la radio il y a 15 ans, on m'a tout de suite dit, ma réalisatrice me disait, je me souviens, ça c'est un silence de radio, c'est un silence chargé, c'est un silence où il se dit des choses et on va l'entendre, on va l'écouter, on va le respirer. Il va être d'une grande rondeur, par exemple. Mmh. J'avais très peur du silence, je parlais tout le temps. Et avec la radio, j'ai appris au contraire à les construire, à les utiliser. C'est une affaire de rythme. Hein. C'est une affaire de rythme, la radio. Une bonne émission, c'est quand même ça. C'est trouver le bon rythme, trouver la bonne tonalité, trouver le bon rythme. Et quelquefois, ça passe par des silences. Tu le fais, toi? Dans un spectacle, tout le temps, non? Ouais, dans ça un n'est que spectacle, ça. il y a pas mal de silence, ouais. Mais parce que... Un silence peut être drôle. Bah, dans l'humour surtout, c'est ça qui est hyper important. Tu peux faire plus rire avec un silence qu'en parlant. Et est-ce que, comme pour moi, pour la radio, quand je construis une interview, tu alternes ce que moi j'appelle des questions fermées et des questions ouvertes pour redonner du rythme et après ralentir, rallonger, étirer le temps? Ça, je t'avoue, je le fais pas de manière consciente. Donc, je pense que oui, mais c'est un truc qui se dessine vraiment tout seul. Bah, c'est intéressant parce que ce qui se dessine là pour le coup, c'est la construction du rire en fait. Comment tu produis le rire d'autrui, quoi. Ouais. Mais c'est, je sais pas, moi je sais juste, je le répète tellement de fois que ça finit par se placer de telle manière et c'est seulement après quand je prends du recul que je me dis ah oui, là j'ai construit ça, mais tout est fait de manière assez intuitive. Et jamais tu le gâches? Si, souvent. Quand je suis pas dedans, quand je suis pas concentrée, quand je pense à autre chose, quand je suis en pilote automatique parce que j'ai passé une journée de merde. Et tu rediras la blague de la même façon le lendemain ou alors tu la réécriras? Non, en général, je la redis de la même façon. Ouais. Et tu seras dans un meilleur mood et du coup elle fonctionnera. Ouais, du coup ça fonctionne. Mais enfin, de la même façon, mais bah c'est ça. Mais honnêtement, des fois, quand mes chroniques, je les trouve pas ouf et que j'arrive chez Inter et je me dis putain, j'ai intérêt à bien la jouer celle-là, parce que tout va se sauver dans le jeu. Moi j'aimais bien quand t'étais en confinement, que t'étais derrière ton bureau et que tu faisais ton petit sourire malicieux et démoniaque et que tu baissais la tête et que tu la relevais. C'était vraiment trop marrant, quoi. Putain, la tristesse de ces chroniques. C'était tellement horrible de devoir raconter des choses. Genre, il s'est rien passé pendant une semaine, je vais vous en parler. Ah. C'était dur. Bah, c'était long, quoi. Moi, j'avais décidé de déléguer totalement la parole aux autres. C'est-à-dire que plutôt que de parler, j'avais demandé à des artistes, en l'occurrence surtout des écrivains, d'écrire des lettres pour ça, tu vois. Pour justement déléguer la parole, entendre une autre parole, d'autres imaginaires, d'autres... Moi, ça m'a considérablement nourri, justement. D'avoir d'autres expériences de solitude, de confinement, de... Est-ce que des fois, t'as l'impression de tourner en vase clos? Dans ton entourage, dans ce que tu lis, ce que tu... Je vais te dire la vérité. Il y a 3 ans, quelque chose a changé ma vie. Je suis devenu le parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèques sans frontières. Ça a changé ma vie. Mais littéralement, Fanny. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute ma vie, j'avais dit, dans les studios de télé ou de radio, la culture change le monde. Et en fait, quand cette association, cette ONG s'est approchée de moi et m'a demandé de devenir leur seul parrain, je leur ai dit... Ok, mais moi, j'ai pas envie de faire un poste de gala une fois par an. Votre association, elle m'intéresse, mais dans ce cas-là, je vous suis. Je vais avec vous le week-end sur le terrain, dans les programmes que vous pouvez avoir en France ou à l'étranger. Et avec eux, je suis parti partout en France. Dès que j'ai un week-end de libre, je suis parti au Bangladesh, au Burundi, je suis parti en Colombie, je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Jordanie, dans les camps de réfugiés, dans des zones où les personnes sont vulnérables, ont besoin d'un accès à l'éducation, à l'information et à la culture, ce qui est la mission de Bibliothèques sans frontières. Et cette ouverture-là, en fait, si tu veux, elle a profondément changé ma vie. Donc pour répondre à ta question, oui, pendant très longtemps, j'ai été en vase clos. J'ai été littéralement ce journaliste qui était chez lui. Parce que mon métier l'imposait aussi. Hein. C'était un métier de lecture, de réflexion, de contextualisation sur le fait culturel. Mais je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait penser la culture sur le terrain ailleurs. Et surtout, je me suis rendu compte de l'efficacité de la culture, qui était quelque chose dont j'avais idée, que j'imaginais, mais j'en étais pas certain. Il faudrait que tu nous accompagnes une fois.
En France, par exemple, ou en Belgique, où on a toute une version qui s'appelle Bibliothèque sans frontières Belgique. Ok. Et c'est formidable. On a par exemple un programme hallucinant avec des mamies qui ont des problèmes avec Internet à Bruxelles, parce que tu sais, quand tu as un certain âge, tu sais pas très bien te servir d'Internet. 42 ans. Non, plus âgé. Et en l'occurrence, on fait des petits déjeuners avec elles. C'est trop mignon. Elles sont toutes ensemble et on utilise Internet et elles sont trop contentes de pouvoir discuter en Skype avec leurs petits-enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et on leur apprend. Et c'est des personnes qui sont vulnérables face à ce qu'on appelle l'électronisme, en fait. Elles ne sont pas capables d'utiliser ce qui est aujourd'hui un des moyens de communication les plus essentiels. Et c'est ça, Bibliothèque sans frontières, si tu veux. C'est à la fois, c'est des personnes, c'est s'adresser à des personnes vulnérables, indépendamment de leur classe, indépendamment de leur origine. C'est dans le monde entier. C'est partout. Ça peut être un programme avec les enfants des rues au Burundi, comme ça peut être ce programme hallucinant qu'on a aux États-Unis où on a mis, si tu veux, des bibliothèques dans les lavomatiques. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était l'endroit où les populations les plus précaires noires américaines se retrouvaient. Le temps où ils passaient ensemble le plus, c'était dans les lavomatiques. Donc, du coup, on a mis des bibliothèques. Et en fait, si tu veux, le résultat, il est dingue. Les enfants qui en bénéficient, quand ils viennent avec leurs parents dans les lavomatiques, ils progressent de 44% pour ce qui est de leurs résultats scolaires. Donc, si tu veux, ça m'a quand même sorti de ce vase clos. Et je m'en réjouis, tu peux pas savoir tous les jours. Là, tu vois, je pars après le France Inter, là, je vais partir avec eux, soit en Guyane, soit en Irak. On a un programme. Ok. Tu pars combien de temps? Je pense que je vais partir une semaine. À chaque fois, j'essaie de partir une semaine. Sauf le Burundi, où on a ce programme avec les enfants des rues, qui est un programme très difficile, très dur. Et on a 2 bibliothèques, une dans la banlieue de Bujumbura, avec les enfants des rues, et une autre dans un camp de réfugiés qui s'appelle le camp de Moussassa, un peu plus loin, dans les terres, où là, je suis parti 15 jours. Parce qu'il fallait plus de temps. Il faut quand même s'imprégner. Hein. C'est quoi la dernière chose que tu as appris à ton sujet? La tendresse. Ah ouais? Ouais. Pendant très longtemps, j'ai eu un rapport très violent à mon corps et au corps de l'autre. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que je m'aimais pas beaucoup. Et j'ai appris la tendresse récemment. Ça me bouleverse. Et ça vient d'où, cet apprentissage? De la personne avec qui je vis, avec qui je suis. Totalement. C'est quelque chose que je pouvais construire, la tendresse, parce que j'en avais une image, une idée. Et dans mes émissions, j'essayais de construire ça. Je me souviens d'avoir des vrais moments de tendresse avec Annie Ernaux, par exemple, dans certaines de mes émissions, avec Virginie Despentes. Je me souviens de ça. Mais je ne l'avais pas véritablement vécu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je me marre parce que récemment, on m'a demandé de répondre à un questionnaire sur le sexe pour les Inrocks. Tu sais, ils font un spécial sexe. Et ils m'ont demandé quelle est la dernière chose que tu as appris sur le cul. Et j'ai répondu la tendresse, parce que c'est vrai. Oh, c'est beau. C'est dur. C'est dur parce que j'ai 42 ans. Oui, mais il y a des gens qui l'apprennent jamais, je pense. C'est vrai. C'est ce qu'il faut que je me dise. De jouir de tendresse. Je savais pas que c'était possible, moi. Gross. Non. Non, et de... T'as déjà joui de tendresse ou pas? Gross. Non, mais évidemment, c'était un gross de « Oh, ça devient sérieux, I'm out !» Ouais, c'est ça, hein. Protection. Mais c'est l'histoire de ma vie. Mais... Oui, j'ai déjà joui de tendresse, Gustin. Tu me fatigues. Tu penses que tu feras quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir un enfant, m'en occuper, pas être ce père qui s'occupe pas, même si je juge pas, hein, mais avoir pris pas mal de distance aussi avec l'effervescence et la folie de mon métier, le temps qu'il me prend, et prendre du temps justement pour un autre qui soit avec, un autre ou une autre qui soit un enfant. Je pense que c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je souhaiterais. D'ailleurs, on les entend, mes petits voisins. J'ai les triplés comme voisins. C'est hilarant. Tous les matins, quand je me réveille à 7h du mat, enfin, un peu plus tard, mais quand je pars de chez moi plutôt à 7h du mat, je les vois, ils descendent. Ils doivent aller à l'école ou on doit les déposer quelque part. Et ils se tapent sur la gueule. C'est les triplés, ils se tapent. Mais c'est trop marrant. Et t'as le père qui est épuisé. Si tu veux, ils ont 6 ans, ils sont 3 et ils se tapent sur la gueule. Et moi, ils m'appellent Trapenard. Ça va, Trapenard? Mais non. C'est des racailles. Ils sont trop mignons, attends. Et je leur dis, ouais, ça va. Et le père, il dit, oh non, non, vous êtes gentil avec Augustin. Je les adore. J'espère qu'ils s'entendront bien avec Stacy. Tu crois que je l'appelle vraiment Stacy? Mais ouais. Si c'est un garçon, je l'appelle comment?
Georges. Non, c'est trop beau, Georges. C'est cool. Georges Attends, Rapnel. j'ai le droit à la beauté, moi aussi. Oui, mais... Toi, tu les appelleras comment tes enfants si un jour t'en as? Oups. Tu as forcément réfléchi au prénom des enfants. En vrai, non. Non, parce que pour moi, c'est vraiment pas concevable. Enfin, là, puis vu qu'il y a quand même peu de chances que ça arrive par erreur. Je sais. Ça, c'est un truc dont on parle pas assez, je trouve. Le retournement phénoménologique et ontologique que ça a été. En l'occurrence, le mariage pour tous. Moi, quand même, je suis né en 79, j'ai attendu très très longtemps avant de comprendre que j'allais avoir le droit de fonder une famille. De marier, de fonder... Mais je veux dire, on ne mesure pas, en fait, le retournement dans ta tête que ça représente. Je sais pas, moi, je me rends pas compte, vu qu'en Belgique, c'est depuis jadis, et que je suis née après jadis. C'est dingue. Donc, ouais, pour moi, ça a toujours été logique. Alors que pour moi, ça a été un retournement dans ma tête. T'es marié ? Non. Je me suis dit, j'étais paxé, et puis je me suis dépaxé. Tu t'es marié, toi, déjà ? Non. T'aimerais bien ? Non. Jamais. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de rester alors que t'as rien qui t'y oblige, tu vois. T'as pas de ah, ça ferait chier, il faudrait faire les papiers du divorce, machin. Donc t'as rien qui te retient fort. Donc, mais tu restes quand même. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça fou. C'est un peu ce que Zaz aurait pu dire à ce micro, mais c'est vrai. En plus, je suis assise par terre. Donc. T'es à deux doigts de dire ébloui par la nuit. Elle me fait un truc, cette chanson. Je me marre, mais elle me fait un truc, moi. Quand elle chante ébloui par la nuit, j'ai un truc à chaque fois. C'est comme Miley Cyrus quand elle chante Wrecking Ball. J'ai un truc. Mais Wrecking Ball, elle est incroyable. Ils savent faire des tubes, on va pas se mentir, ils savent faire des tubes. Putain, mais j'ai trop hâte que tu découvres un peu plus Taylor Swift. Hein. Franchement, je vais me plonger, mais là, notre conversation sur la musique a été un peu erratique au début, là. Quand tu te rappelles. C'était chaud, quoi. Mais ça nous a permis, tu vois, ça nous a permis de parler d'autres choses, comme de l'âge et de la bougie. Encourage. Oui, et des pénis. Tout de suite, tu reviens à ça. Franchement, on a eu des moments hyper intéressants. Oui, et toi, tu reviens à ça. En même temps, c'est intéressant, le pénis. Mais oui. On m'a beaucoup reproché d'avoir appelé mon émission 21 cm comme si c'était pas la taille d'un livre. On te l'a reproché, vraiment ? Ouais. Tu peux pas savoir, quand j'ai lancé l'émission... J'ai une anecdote atroce. Quand j'ai lancé l'émission, je me souviens, il y a eu une campagne menée par une libraire qui disait « C'est un scandale d'appeler une émission 21 cm. Évidemment, on sait très bien à quoi ça renvoie. C'est encore cette approche phallocratique de la littérature. » Moi, j'étais là, mais de quoi vous parlez ? C'est la taille d'un livre. Et par ailleurs, je disais... ma première invitée, c'est une femme. Et elle me disait, mais c'est qui ? Je disais, c'est Patti Smith. Et il me disait, ouais, enfin, elle a une moustache. Oh ! Je te jure, sur ma vie, je l'ai eu. What ? Tellement abusé. Là, j'ai éteint mon portable. Je me souviens, quand j'ai vu ça, j'ai éteint mon portable. Il n'y a rien qui va. Rien. Aucun étage. Dans cette anecdote. Rien. Tu sais ce que j'adore dans ce podcast, c'est ces silences, hein. C'est ces moments entre deux questions, quoi. Mais c'est parce que j'ai trop de choses qui viennent en même temps. Mais là, le fait que... Enfin, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans Plumard et qui me marquait déjà dans 21 cm, c'est le fait que tu mélanges des trucs culturels plutôt sérieux, machin, avec un montage qui est hyper drôle, hyper dynamique, qui est très assez novateur, je pense, dans les émissions culturelles. Et t'arrives à faire de la culture et du format long quelque chose qui n'est pas statique. Et ça me touche vachement parce que c'est effectivement ça. La télévision, ce sont des images. Il faut jamais l'oublier. La dimension spectaculaire de la télévision. Je me souviens un jour d'un critique qui me disait il n'y a pas un peu trop d'images dans ton émission ? Et je disais c'est un petit peu comme si tu disais à quelqu'un qui travaille en presse écrite il n'y a pas un peu trop de mots. La télévision, c'est mathématique. Il faut des plans, des valeurs de plans. On ne peut pas rester sur un plan fixe. Il faut effectivement un montage, différentes valeurs de plans, différentes créations. Et j'essaye toujours de réfléchir à ça. J'ai un peu, en ce sens... inventé Plumard pour ça. C'est-à-dire que mon idée, que personne n'a vue, donc du coup je vais te la dire, c'était que pour chaque invité, en plus de toutes les caméras et tous les plans fixes, plans larges, plans de drone, tout ce que tu veux, il y aurait toujours un plan, une valeur de plan,
qui ait quelque chose à voir avec l'invité et son écriture. Pour Florence Aubenas, c'était le rond-point, c'était ce travelling circulaire autour du rond-point pour montrer aussi la rhétorique de l'enfermement et de l'invisibilité, parce que plus on tourne, plus c'est un vortex et tu finis par disparaître. Ouais. Pour Chloé Delhomme, c'était ce fichaille, ouais. Exactement, qui sortait de l'œil d'un pan, et c'était cette idée de nous regarder autrement, un petit peu comme des monstres, un petit peu comme autres. C'est une réflexion là-dessus. Et pour Faiza Ghen, qui est ma prochaine invitée, et l'émission, j'en suis tellement fier, elle a, dans son dernier livre qui s'appelle La discrétion, cette phrase magnifique: mon père est mort de discrétion, c'est-à-dire qu'il regardait en bas. Alors on pense évidemment à tout ce qui s'est passé avec l'immigration algérienne, mort de honte, mort de discrétion, ça veut dire ça aussi. Regarder en bas, toujours en bas, baisser la tête. Et donc j'ai choisi ce plan zénital oui, c'est ça, ce plan zénital au drone qui descend, si tu veux, jusqu'à nos pieds, en fait, où on voit les traces qu'on laisse dans le sable. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire que la télévision, tu dois toujours la penser avec des images. Faut pas les oublier. Est-ce que tu penses que faire de la radio t'a rendu meilleur en télé ? Je sais pas, parce que moi j'ai toujours beaucoup réfléchi, t'as compris, hein, à peu près à tout. Et en fait, mon métier, il est toujours le même. Il est de lire des livres, d'écouter de la musique, de voir des films, d'aller au spectacle, de voir des spectacles de danse, tout ce que tu veux. Et après, je réfléchis toujours différemment quand il s'agit de construire l'interview avec mon équipe. Hein. Je réfléchis toujours différemment suivant le média. C'est-à-dire que tu vois, sur une plateforme, je vais pas faire la même émission que sur une télévision. Et pas la même émission qu'à la radio, où je vais beaucoup réfléchir sur le son, par exemple. Comment mettre... Mais la littérature, c'est beaucoup plus facile à mettre en son qu'en image. Parce que c'est du son, c'est du chant, tu vois, la littérature. Alors qu'il n'y a pas d'image dans un livre, à moins que ce soit une bande dessinée ou un beau livre. Mais il n'y a pas d'image. Donc du coup, faire surgir des images, inventer, créer des images, c'est un défi de création qui est absolument passionnant. Moi, c'est pour ça que j'adore faire de la littérature à l'image, par exemple. C'est pour ça que mes émissions sont des émissions de littérature à la télévision ou sur les plateformes. Je trouve ça passionnant. Il y a... Comment je vais tourner cette question Alors, pour on en est, tu peux y aller. Là. Écoute Non, mais il y a de plus en plus de formats très courts sur tout. Oui. Notamment sur la culture. Oui. Mais d'un côté, il y a aussi ce côté, la culture, c'est un peu snob, un peu élitiste. Non, mais c'est passionnant. C'est deux écueils à éviter, en fait, auxquels j'essaye de faire attention toujours. Le fait qu'il y ait beaucoup d'émissions, le fait que les artistes soient présents de plus en plus, en fait. C'est ça que tu dis à demi-mot et que c'est très juste. Autrefois, les artistes, on les voyait très peu. On les voyait dans une émission statutaire. Je sais pas comment ça se passait en Belgique, mais en France, c'était ça. Et du coup, ils avaient une parole beaucoup plus forte. Aujourd'hui, cette parole s'est complètement disséminée et les artistes sont invités, en fait. Enfin, je sais pas, toi, comment t'as vécu tes expériences de promotion, mais ça peut être atroce, en fait. Enfin, je veux dire, moi, je vois de mes yeux vus à la télévision de grands artistes être invités. On leur demande, en fait, pendant 5 minutes d'interview, comment ils ont arrêté de fumer. Alors qu'ils n'ont pas sorti d'album, en l'occurrence, pour la personne dont je parle, depuis 5 ou 6 ans. Donc il y a des choses à dire, tu vois. Et ça, c'est ce que j'appelle une parole complètement glamorisée, pailletée. Ou alors une parole promotionnelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'artiste, on va l'inviter, on va lui dire: alors, est-ce que vous avez passé un bon moment sur ce tournage? Et alors, comment ça s'est passé quand vous avez présenté le film pour la première fois à la province? C'est toujours à la province. Si tu veux, moi, je pense que l'artiste a quelque chose à dire. Et je pense que ce sens-là, anarchique, on en parlait au début de notre entretien, anarchique, cette parole trébuchante, tremblante, elle est passionnante parce qu'elle dit quelque chose sur notre monde trébuchant, tremblant et anarchique. Donc il faut y croire dans cette parole pour les interviewer, les artistes. Sinon ça sert à rien. Sinon on la détourne, leur parole. Sinon on l'appauvrit. Sinon on leur fait du mal. Moi je suis frappé aujourd'hui de voir le nombre d'artistes qui disent: oh là là, la promo c'est chiant. Mais c'est fou cette phrase. Ça veut dire qu'ils ont complètement intégré le fait que leur art est devenu promotionnel, pécunier. Mais c'est pas ça. Quand tu fais un film, c'est pas ça. C'est pas pour gagner du fric, seulement. Non, mais il y a cette notion de quand tu fais de l'art, tu te dis pas: je vais devoir le défendre et l'expliquer. T'as juste envie de faire ton truc, pas de l'expliquer. Donc ça, c'est autre chose encore et c'est passionnant. Parce que c'est ce que j'appelle, moi, une sorte d'aporie. Quand je fais le fait même de mon métier, interviewer des artistes sur leur art, c'est pratiquement impossible. Parce qu'en fait, comme tu le dis très justement, les artistes, ils n'ont pas forcément non plus envie de parler. Donc, il faut délivrer leurs paroles. Ça, c'est nos métiers. C'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup à certains journalistes ou à certaines têtes d'affiche, tu vois, de pas
de pas mettre en avant cette parole, du moins de pas chercher à la faire surgir. Mais quelquefois, dans un silence, Fanny, il peut se dire plein de choses. Moi, j'ai déjà interviewé tu vois, là, par exemple, j'ai enregistré la dernière émission de l'année de Boomerang avec Léo Scarax, qui parle jamais, qui a pas fait de télé, de radio depuis 15 ans. C'est un truc de fou pour lui. Bah, c'est une émission pleine de silence, c'est une émission pleine d'hésitation, de trébuchements. C'est une émission qui résiste tout le temps au questionnement. Mais c'est magnifique. Quelqu'un qui te dit non à une question, c'est magnifique. Mais au moins, tu auras essayé de la poser. Au moins, tu auras considéré l'artiste en face de toi. Au moins, tu l'auras pris pour ce qu'il est, pas seulement quelqu'un qui vend des choses. Tu vois, ça me paraît fou, en fait. Donc ça, c'est un premier point que je trouve hyper intéressant. Et la deuxième partie, le deuxième écueil dont tu parlais, les artistes un petit peu partout aujourd'hui, oui, sur des formats très très courts. Format court et puis tu disais que la culture élitiste. aussi, ça pouvait être élitiste. Ouais. Mais t'as raison. Et moi, si tu veux, c'est quelque chose contre lequel je me bats. Je me marrais tout à l'heure sur 21 cm. Mais en vrai, on sait tous les deux que ça a effectivement quelque chose à voir avec une forme de jouissance. C'est pour ça qu'on parle que de beat et de pénis depuis le début de cette émission. Parce que pour moi, tout a à voir avec la jouissance. Pas avec la bite, je vous rassure tout le monde, mais avec la jouissance, avec le plaisir. Moi, j'ai toujours considéré la littérature comme une grande jouissance. Je suis un lecteur de Roland Barthes qui parlait du texte comme d'une jouissance, qui disait le texte jouit, qui écrivait le plaisir du texte, cette sensualité des mots. C'est quelque chose que j'ai envie de faire ressurgir. Pour moi, la littérature, ça n'a jamais été chiant. Mais c'est vrai, il faut jamais l'oublier, que c'est aussi quand même quelque chose qui renvoie à un capital. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui se sentent exclus profondément du fait culturel. La culture, c'est un mot qui fait peur, comme la littérature qui fait encore plus peur, comme le mot bibliothèque d'ailleurs, qui fait extrêmement peur. Il renvoie à l'école, il renvoie à une forme d'élitisme. Ouais, c'est ça, quelque chose de poussiéreux. Et tu vois, moi, mon travail, par exemple, les gens souvent me disent, mais pourquoi dans Boomerang, tu lances le journal de la culture en disant, celle qui est laide comme le péché, c'est la culture. Pourquoi tu trolles la culture? Mais pour ça. Parce qu'en fait, la culture, c'est aussi un gros mot et il faut pas l'oublier. C'est aussi quelque chose d'excluant. C'est aussi une domination extrêmement violente. C'est un capital trash, la culture. On voit ce que ça a pu donner en Afrique. Hein? C'est la violence de l'imposition d'une culture. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi, profondément. Donc il faut toujours non pas moi je la troll, c'est-à-dire que je dis celle qui ferait mieux de la mettre un petit peu en sourdine, c'est la culture et son actualité sordide. Que se passe-t-il? Donc parce qu'en fait, si tu veux, j'essaye de montrer déjà qu'il n'y a pas qu'une culture, il y en a plein. Et tout mon travail dans Boomerang, c'est ça, beaucoup plus que dans les émissions de télé qui sont souvent mensuelles. Donc c'est plus difficile de faire preuve d'éclectisme. Mais tout mon travail dans Boomerang, c'est ça. C'est de montrer l'éclectisme mais monumental du paysage culturel, qui en fait part dans tous les sens. Moi, de pouvoir recevoir Ophélie Winter, et la veille, Marianne Ndiaye, et Kenny Arcana, qui n'a pas fait de radio de sa vie, elle a fait quelques radios en sortant de concert, mais très peu, et là qu'elle vienne à la radio, dans mon émission, je trouve ça formidable, qu'elle soit confrontée le lendemain avec un artiste qui n'a rien à voir. Tu vois, ça, je trouve ça beau, et qui est toujours le même travail de ma part. Que Barack Obama, il soit interviewé avec le même travail que quand je reçois un artiste que d'aucuns pourraient penser mineur. Ça, c'est ça mon boulot. Putain, normalement, il y a des applauses, là. Je me suis encore excité. Ah, merci, Augustin. C'est moi. Je mettrai des applauses si tu veux. Vas-y, tu mets les applauses, quoi. C'est la fin? Ben oui, c'est la fin. Merci, Fanny. Mais merci à toi. J'espère que ce joyeux chaos vous a plu. Dans la description de cet épisode, je glisse tous les liens où aller suivre Augustin Trapenard. Je rappelle que son émission Plumard est disponible sur la plateforme Brutix et que tous les replays de 21 cm et du Cercle sont disponibles sur MyCanal. Pour l'écouter en radio, ça se passe dans Boomerang chaque matin sur France Inter. Si vous avez passé un bon moment en écoutant ce podcast, eh bien n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, mais à le partager surtout, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi laisser des étoiles, des commentaires, tout ça, voire faire des dons si vous voulez via Acast et Patreon. Prochain épisode dans 2 semaines comme d'habitude. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Fanny Ruet, pour être tenu au courant des prochaines sorties, des spectacles, des chroniques et de plein d'autres trucs. Des bisous! Et ce podcast a été mixé par Maxime Moitieu. Octogone, donc vas-y, nous on peut se battre que par les mots, donc... Tu préfères pas en faire un Uno? Non, pas d'Uno, parce qu'il paraît que j'ai pas les mêmes règles que tout le monde. Moi par exemple, je coupe le 2 jaune sur le 2 jaune, je coupe. Non, me lance pas sur le sujet, je sais. On n'arrête pas l'émission, je sais. Donc c'est pour ça pas Uno. Non, mais on fait une bataille d'insultes, vas-y, c'est parti. Ordure. Violente.
Méchant. Vled. Putassier. Minonne. Je me suis trompé, j'ai été gentil. J'ai pas réussi. T'as vu, j'ai cherché et tout. J'ai dit Vled comme ma grand-mère, elle disait pas elle est laide, elle disait elle est Vled. On n'a jamais su si ça voulait dire vilaine ou laide ou vieille et laide, mais elle est Vled. Ma prochaine, ça aurait été raclure de kyste. Wow. Enculeuse de mouche. Oh, mais ça, évidemment, comme tout le monde quand on est dans ce métier. Perceuse de boutons. Oui. Fileuse de diarrhée. Fileuse de diarrhée. Vas-y, tu sais quoi, je gagne l'octogone. T'es d'accord? Ouais. Et je l'ai emprunté à la chanteuse Juliette dans une chanson qui s'appelle Les petits métiers, où elle dit la fileuse de diarrhée dans les petits métiers qui ont disparu. La fileuse de diarrhée. C'est mon moment préféré de la chanson.